La branche des eucaryotes, c'est l'une des 3 branches maîtresses de l'arbre du vivant. Elle inclut les animaux, ici, les végétaux, là, et là-bas, une partie des unicellulaires, ceux qui ont un noyau. Ceux qui n'en ont pas, ils sont dans cette autre branche, celle des bactéries. Les scientifiques en ont identifié 10 000 espèces, mais il y en aurait plusieurs millions. On leur doit la coqueluche et le choléra, d'accord. Mais pas seulement. Sans bactéries, pas d'azote pour les plantes, ni de digestion chez les animaux, bref, pas de vie sur Terre. Et pas d'Homo sapiens. Alors, vous allez me dire, il reste une 3e branche. On ignorait son existence il y a encore 30 ans. Elle est peuplée d'unicellulaires qu'on appelle les archées. Il y a une centaine d'espèces connues, mais là encore, il en reste probablement des millions à découvrir. Dans notre laboratoire, on travaille sur plusieurs types d'archées, dont Pyrococcus abyssini. C'est une archée qui a été découverte dans les fonds océaniques. Elle est très particulière puisqu'elle est thermophile, c'est-à-dire qu'elle vit dans des conditions de haute température, de 85 degrés Celsius. Et en plus, elle vit dans un environnement qui est dépourvu en oxygène. Et donc là, on est dans des conditions parfaites pour pouvoir faire pousser notre archée. Donc après une nuit de culture, eh bien, on a nos archées qui ont poussé et donc ont troublé le milieu. On peut le voir ici. Donc là, je suis en train de déposer Pyrococcus abyssini donc, sur une lame de microscopie, qui est une lame spéciale. C'est une lame de Thomas qui permet en fait de compter le nombre de cellules. Et donc ça va nous permettre de visualiser directement en microscopie optique Pyrococcus abyssini. À partir de cette archée, on s'est intéressé plus particulièrement à une protéine. Alors cette protéine, elle s'appelle KE1. C'est une protéine particulière puisque c'est une protéine universelle. Alors universelle parce qu'en fait, elle est retrouvée chez toutes les espèces du vivant pratiquement. Eh bien, ça veut dire que la fonction qu'elle porte, elle, est très importante dans la cellule. Donc en fait, étudier cette protéine universelle chez les archées, eh bien, ça peut nous donner des indices, par exemple, au niveau de maladies humaines. À droite, c'est Pyrococcus abyssini, vu au microscope électronique. Cette petite chose ronde et insignifiante, pour qui le soufre est une friandise, et l'oxygène un poison mortel, c'est aussi un cousin. Un cousin assez éloigné, mais un cousin quand même. L'immense famille à laquelle nous appartenons tous les deux a pour une fois un nom simple. Je suis un être vivant comme Pyrococcus, parce que nous possédons tous les deux le même code génétique et des protéines identiques. Ce qui est vraiment fascinant pour les biochimistes, les biologistes moléculaires qui ont étudié le vivant depuis maintenant quelques dizaines d'années, c'est de s'apercevoir que tous les organismes actuels sont constitués des mêmes composants. En fait, les bactéries et maintenant les archées ont, comme nous, de l'ADN, des gènes avec les mêmes bases dans l'ADN, les fameuses 4 lettres ATGC. Et puis tous les organismes actuels sont composés des mêmes protéines avec les mêmes 20 acides aminés. L'existence de ces protéines universelles a permis, par exemple, à un groupe de chercheurs américains d'utiliser ces protéines pour construire un arbre universel, pour déterminer les relations de parenté entre tous les organismes. Et ils sont tombés sur un arbre avec les 3 grandes lignées, donc la lignée conduisant aux bactéries, la lignée conduisant aux eucaryotes et la lignée conduisant aux archées. Ce qui est fascinant lorsqu'on regarde cet arbre, c'est si on cherche où est l'homme. En fait, l'homme, c'est une petite branche qui se termine ici dans le rouge, chez les eucaryotes, mais tous les animaux correspondraient finalement à une toute petite branche ici à l'extrémité de cet arbre. Les plantes également sont situées ici sur une autre branche allant aux eucaryotes. Donc on voit vraiment, et ça traduit la réalité, on voit vraiment que on a l'impression que les animaux et les végétaux représentent la plus grande part de la biodiversité, mais ce sont vraiment les micro-organismes qui constituent l'immense majorité de la biosphère.
La plupart de mes cousins seraient donc invisibles à l'œil nu. Mais qu'à cela ne tienne, il reste encore un personnage dont on n'a pas parlé. Pour le rencontrer, c'est facile. Il faut se diriger tout droit vers le centre de l'arbre. Tous les êtres vivants, donc bactéries, archéocaryotes, font partie de la même famille. Ça veut dire très clairement, qui dit famille dit ancêtre. Clairement, tous les êtres vivants actuels descendent d'un ancêtre commun. Nous avons tous un même ancêtre. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors, cet ancêtre, les scientifiques aujourd'hui lui ont donné un petit nom. Ils l'appellent LUCA. LUCA, c'est un acronyme. Ça vient de l'anglais Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, à partir duquel ont divergé les trois lignées archées, eucaryotes et bactéries. Ce qui est certain, c'est que LUCA ne devait pas être seul à son époque. Ce n'est pas la première cellule, ce n'était pas non plus un individu isolé. À cette époque, il devait y avoir beaucoup d'autres lignées qui existaient sur la planète, simplement elles n'ont pas donné de descendants. Tous les descendants des autres lignées cellulaires ont disparu, ont été éliminés par les descendants de LUCA. Que de chemin parcouru entre ces choses microscopiques-là et moi. Faut reconnaître que la nature a fait un boulot extraordinaire. Bon, ça lui a quand même pris 3,5 milliards d'années, mais le résultat est là. Ça a été un peu long, mais ça valait le coup d'attendre. Oh là, je vous arrête. En termes d'évolution, moi, Pyrococcus, je suis aussi éloigné de LUCA qu'Homo sapiens. Il a fallu exactement le même temps pour arriver à nos deux formes de vie. Moi aussi, je pourrais dire, que de chemin parcouru entre ce gros machin polluant et tarabiscoté, là, à gauche, et moi, Pyrococcus. Il se plaint dès que la température monte au-dessus de 40. Son taux de reproduction est ridicule. Et il ne parvient à se nourrir qu'en avalant d'autres créatures vivantes. Bref, disons-le, la survie provisoire de cette drôle d'espèce est une véritable énigme de la nature. Les bactéries sont tout à fait fascinantes parce qu'elles nous apprennent un petit peu l'humilité. En général, on a tendance à penser que les bactéries sont des organismes simples, primitifs, et nous sommes, nous, les eucaryotes, mais encore plus l'espèce humaine, tellement plus complexe, évoluée qu'une bactérie. Alors c'est vrai qu'en termes de complexité, si on pense au cerveau humain avec ses neurones, là on est beaucoup plus complexe qu'une bactérie. Mais est-ce que cela veut dire qu'on est plus évolué? C'est pas sûr. Moi j'aime bien comparer peut-être les bactéries à des micro-ordinateurs très récents et les eucaryotes, les hommes, à des gros ordinateurs des années 50-60 qui étaient beaucoup plus gros, peut-être plus complexes, mais qui en fait étaient moins performants. C'est un peu caricatural, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu en ces termes. Il ne faut pas raisonner en termes d'organismes plus ou moins évolués, mais en termes d'organismes effectivement plus ou moins complexes, mais surtout avec des stratégies de vie différentes. Je ne serai donc pas l'aboutissement de l'évolution. Bon. Mais alors, qu'est-ce que j'ai de spécial, moi, Homo sapiens? Je sens bien au fond de moi que je ne suis pas un animal comme les autres, que je ne suis pas un légume ordinaire. Enfin bon, soyons sérieux, quoi. J'ai peint la Joconde, j'ai construit les pyramides, j'ai inventé la roue, le moteur à explosion. La littérature, c'est moi. La gastronomie, c'est moi. La crêpe Suzette. Je dois bien avoir quelque chose de spécifique. L'âme, le langage, le rire. L'homme, ça consisterait à mettre en évidence la capacité d'avoir un langage articulé, une conscience de soi et du monde, quelques traits anatomiques dans les sutures du crâne. On a un génome qui fait qu'on est plus proche des chimpanzés que deux espèces de drosophiles le sont les unes des autres.
Donc, bon, c'est clair que c'est pas la séquence de nos gènes qui fait que l'homme est différent des autres espèces sur Terre. L'homme, donc, maintenant, depuis Copernic, puis Darwin, puis les derniers résultats de la science, on sait très bien que c'est simplement une toute petite branche qui est arrivée là, un jour un peu par hasard, hein, au cours de l'évolution, si je puis dire. L'histoire aurait pu être tout à fait différente. Il n'empêche que c'est quand même lui qui peut la raconter, cette histoire. Et ça, ça le démarque complètement du reste des autres êtres vivants. L'homme est vraiment zoologique. Il naît, il meurt, il se reproduit, comme la baleine et le surmulot. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. L'homme serait un roseau pensant. Disons plutôt un roseau pensif, ou même songeur. Disons un salsifis songeur. Car la pensée paraît tout de même plus dense que les produits de la cervelle humaine, et le roseau est plus racé que l'homme. Soyons sincères, l'homme est un champignon rêveur. Un concombre qui a des visions. Un salsifis qui souffre de marotte. Alexandre Vialat. Je pense qu'on doit quand même réaliser à quel point on a une chance inouïe d'exister et d'en avoir conscience. Parce que finalement, être une archée, une bactérie ou même une plante ou autre, c'est bien beau, mais on ne le sait pas. C'est quand même un petit peu dommage. Je pense qu'en général, pour philosopher un peu, on a trop tendance à penser que le fait d'exister, c'est normal. Finalement, la mort, c'est le scandale. Le fait on est en vie, c'est encore heureux, c'est normal. C'est une chance incroyable quand on y réfléchit d'être en vie. Si le spermatozoïde d'à côté avait gagné, c'était pas bon, vous ne seriez pas en vie. Et puis on peut faire ça à chaque génération pour remonter au poisson, on peut remonter à Lucas. Enfin, le fait que nous, individus X ou Y, soyons en vie, c'est une chance incroyable. On devrait y penser plus souvent et essayer d'en profiter. Ça vous va, ça ?